Chaque année, plus de 90 millions de voitures neuves sortent des usines du monde entier. Elles brillent sous les néons des chaînes d'assemblage, encore chaudes de production, prêtes à être vendues. Pourtant, une question étrange reste presque toujours sans réponse. Comment ces machines de plusieurs tonnes quittent-elles discrètement leur lieu de naissance, traversent des océans entiers, franchissent des milliers de kilomètres, pour finalement apparaître intactes, impeccables, sous les lumières d'un concessionnaire, comme si le voyage n'avait jamais existé? Derrière chaque voiture neuve que nous voyons en vitrine se cache un système invisible, réglé à la seconde près, où la moindre erreur peut coûter des millions. Et au cœur de ce système se trouvent des lieux que presque personne ne voit jamais. Les terminaux automobiles. Ces espaces ne sont ni de simples ports, ni de simples parkings. Ce sont des machines logistiques géantes, conçues pour absorber, trier, déplacer et protéger des milliers de véhicules sans jamais interrompre le flux. Ici, le temps ne ralentit jamais. Chaque minute compte. Chaque mouvement est prévu à l'avance. Une voiture mal placée, un retard minime, et c'est toute la chaîne mondiale qui peut se gripper. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans les coulisses de ces terminaux modernes et suivre le parcours discret mais essentiel des voitures, depuis la fin de leur fabrication jusqu'au moment où elles entament leur vie commerciale. L'histoire des terminaux automobiles commence bien avant l'ère des véhicules électriques et des chaînes robotisées. À la fin des années 60, l'industrie automobile mondiale connaît une croissance explosive. Les usines produisent plus vite que jamais, et les routes ne suffisent plus à absorber les volumes. C'est à Bremerhaven, dans le nord de l'Allemagne, que naît l'un des premiers terminaux entièrement dédiés aux voitures. Le choix n'est pas un hasard. Situé sur l'un des principaux axes maritimes européens, ce port devient rapidement un point névralgique du commerce automobile. Des centaines de millions de dollars sont investis pour créer une infrastructure capable de gérer ce que la route et le rail ne peuvent plus assurer seuls. Car transporter des voitures n'est pas une question de distance, mais de risque. Sur de longues distances terrestres, chaque kilomètre augmente les probabilités de choc, de micro-rayures, de dommages invisibles mais coûteux. L'aviation, elle, est tout simplement hors de portée. Faire voler une voiture coûte des dizaines de fois plus cher que sa valeur logistique acceptable. Reste alors l'océan. Lent, immense, imprévisible, mais paradoxalement le plus fiable lorsqu'il s'agit de déplacer des milliers de véhicules en une seule fois. Cette confiance dans la mer n'est pourtant pas aveugle. En 2022, un navire de transport automobile prend feu au large de l'Atlantique. À son bord, près de 4000 voitures, dont des modèles de luxe et de sport. Le navire finit par sombrer, emportant avec lui l'équivalent de plusieurs centaines de millions de dollars. L'événement choque l'industrie entière. Mais malgré ces catastrophes rares, le calcul reste le même. Aucune autre solution ne permet, à un niveau de risque acceptable, de déplacer autant de véhicules à l'échelle mondiale. Pour rendre cela possible, l'industrie maritime a développé des navires très particuliers. Les Ro-Ro, pour Roll-on-Roll-off. Contrairement aux porte-conteneurs, ces géants flottants sont conçus pour que les véhicules entrent et sortent en roulant, sur leurs propres roues. À l'arrière du navire, parfois sur le côté, une immense rampe mobile s'abaisse lorsqu'il accoste. Elle devient un pont temporaire entre la terre et la mer. Aucun conteneur, aucune grue. Juste des voitures qui avancent, une par une, vers l'intérieur du navire. À l'intérieur, le décor ressemble à un parking vertical démesuré. Plusieurs ponts superposés, reliés par des rampes internes, forment un labyrinthe métallique. Certains niveaux peuvent être ajustés en hauteur pour accueillir aussi bien des citadines compactes que des camions ou des engins lourds. Chaque mètre carré est optimisé. Le sol est couvert de points d'ancrage, conçus pour immobiliser les véhicules pendant des semaines de navigation, malgré les mouvements constants de la mer. Mais avant même d'approcher la rampe, chaque voiture doit franchir une première frontière. À l'entrée du terminal, des portiques de contrôle scannent les véhicules. Numéro de série, destination, modèle, configuration. Tout est vérifié, recoupé, validé. Une place précise est attribuée à chaque voiture à bord du navire. Cette étape est cruciale. Le plan de chargement est calculé comme un puzzle géant. Une seule erreur peut déséquilibrer l'ensemble, ralentir le chargement ou créer un risque pendant la traversée. Une fois validées, les voitures rejoignent des zones de pré-embarquement. Là, elles attendent. Alignées par centaines, parfois par milliers, silencieuses, moteurs éteints. Puis, soudainement, le rythme change. Lorsque le chargement commence, le terminal s'anime. Le temps devient une contrainte tangible. Sur certains navires, près de 1000 véhicules doivent être embarqués en moins de 16 heures. Cela signifie, en moyenne, une voiture positionnée chaque minute. Des équipes entières se mettent en mouvement. Les conducteurs avancent en convoi serré, guidés par des radios, des gestes, des plans précis. Les voitures disparaissent les unes après les autres dans la bouche sombre du navire. À l'intérieur, les distances sont trompeuses. Entre l'entrée du port et l'emplacement final d'une voiture, le trajet peut approcher le kilomètre. Rampes étroites, virages serrés, plafond bas. Chaque manœuvre exige concentration et précision absolue. Au début, l'espace est généreux. Mais à mesure que les ponts se remplissent, la difficulté augmente. Les marges se réduisent. La visibilité diminue. Les premières voitures chargées doivent parfois parcourir les itinéraires les plus longs et les plus complexes. Un freinage brusque, un mauvais angle, et le risque de collision apparaît. C'est pourquoi la coordination entre les conducteurs et les équipes au sol doit être parfaite. Ici, la vitesse n'est jamais dissociée du contrôle.
Lorsque la dernière voiture est enfin positionnée, le travail est loin d'être terminé. Les équipes inspectent chaque pont. Elles vérifient les espacements, l'état des carrosseries, la stabilité générale. Puis commence l'arrimage. Des câbles et des chaînes robustes sont fixés au point d'ancrage du navire, immobilisant chaque véhicule. C'est la dernière barrière avant l'océan. Car une fois en mer, les vagues, le roulis et les tempêtes n'épargnent rien. Si une voiture bouge, c'est toute la cargaison qui est menacée. Quand tout est sécurisé, la rampe se relève lentement. Le navire se détache du quai. Des milliers de voitures entament alors, ensemble, leur traversée silencieuse. Invisible pour le monde, mais essentiel à son fonctionnement. Une fois le navire détaché du quai, le tumulte du terminal s'efface rapidement. À mesure que la côte disparaît à l'horizon, un autre rythme s'installe. Lent, constant, presque hypnotique. À bord, rien ne bouge en apparence, mais sous cette immobilité se cache une cargaison vivante, composée de milliers de véhicules parfaitement alignés, suspendus au bon vouloir de l'océan. Pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, le navire devient un monde fermé, coupé de la terre, avançant sans interruption vers un port lointain. Durant la traversée, les voitures restent dans l'obscurité. Les ponts sont rarement éclairés, uniquement visités lors d'inspections de routine. Les équipes vérifient la tension des chaînes, l'absence de déplacement, l'état général des cargaisons. La moindre anomalie doit être corrigée immédiatement, car en pleine mer, les options sont limitées. Le navire peut affronter des vents violents, des vagues de plusieurs mètres, un roulis constant qui exerce une pression continue sur les structures et les systèmes d'arrimage. C'est précisément pour cela que chaque câble, chaque point d'ancrage, chaque procédure est surdimensionnée. La sécurité ne repose pas sur la chance, mais sur la redondance. À l'extérieur, le voyage est invisible pour le grand public. Pourtant, ces navires suivent des routes maritimes extrêmement précises. Elles sont choisies pour optimiser le temps, réduire la consommation de carburant et éviter les zones les plus dangereuses. Chaque détour coûte cher. Chaque heure de retard peut perturber les chaînes de distribution terrestre qui attendent déjà la cargaison à destination. Dans certains cas, les concessionnaires savent à la minute près quand un lot de véhicules quittera le navire, bien avant que le port ne soit visible. Puis, un jour, la silhouette du port apparaît. Grues, quais, terminaux, routes. Pour les voitures à bord, c'est la fin de la traversée maritime, mais certainement pas la fin du parcours. Car à terre, une nouvelle chorégraphie logistique commence immédiatement. Le navire ne s'arrête pas simplement pour ouvrir sa rampe. Avant même l'accostage, le terminal de destination se prépare. Des équipes sont mobilisées à l'avance. Les superviseurs analysent le plan de déchargement, attribuent les rôles, définissent les itinéraires. Qui conduit quel véhicule, dans quel ordre, vers quelle zone. Rien n'est improvisé. À bord, les voitures sont réparties sur plusieurs ponts, parfois selon leur destination finale, parfois selon des contraintes de stabilité. Le déchargement doit respecter un ordre précis pour éviter les embouteillages internes et les manœuvres inutiles. Lorsque le navire est solidement amarré, la rampe hydraulique commence à s'abaisser lentement. Le bruit du métal qui se déploie marque un moment clé. Après des semaines enfermées dans un espace artificiel, les premières voitures voient à nouveau la lumière du jour. Les moteurs démarrent. Une à une, elles quittent le ventre du navire, franchissent la rampe et roulent vers le terminal, guidées par des signaux précis. Contrairement au chargement, le déchargement adopte un rythme plus fluide. Il n'est pas question de précipitation, mais de régularité. Les conducteurs doivent composer avec des conditions changeantes. La transition entre l'éclairage artificiel et la lumière naturelle, la pente de la rampe, la visibilité parfois réduite par le brouillard ou la pluie. Chaque paramètre est pris en compte. Les gestes sont mesurés. Les consignes, strictement respectées. À mesure que les véhicules quittent le navire, ils sont dirigés vers des zones spécifiques du terminal. Ces zones sont organisées comme une carte tridimensionnelle. Chaque rangée, chaque allée, chaque emplacement correspond à une destination future. Transport routier, ferroviaire, stockage temporaire. Tout est pensé pour réduire les déplacements inutiles. Une voiture mal garée aujourd'hui peut retarder toute une livraison demain. Une fois stationnées, les voitures entrent dans une phase aussi discrète qu'essentielle. L'inspection. Des techniciens circulent entre les rangées, tablettes à la main. Ils examinent les carrosseries, les vitrages, les optiques, les pneus. Ils comparent l'état réel du véhicule avec les données enregistrées avant le départ. Le but n'est pas de traquer la perfection absolue, mais d'identifier toute variation. Une rayure, une trace, un impact. Chaque détail est documenté. Cette traçabilité protège à la fois les constructeurs, les transporteurs et les clients finaux. Après cette validation, les voitures poursuivent leur chemin vers une autre étape souvent ignorée. Le nettoyage. Même protégées à l'intérieur du navire, elles ont accumulé des résidus. Sel marin, poussière, humidité. Ces éléments, invisibles à première vue, peuvent à long terme affecter la peinture ou les composants mécaniques. Dans les zones de lavage du terminal, des systèmes semi-automatisés entrent en action. Jet haute pression, produit neutre, cycle contrôlé. Chaque passage est calibré pour éliminer les contaminants sans altérer les surfaces. Certaines zones, comme les passages de roues, les joints de porte ou le dessous du châssis, reçoivent une attention particulière. Ce sont les endroits où le sel aime se cacher. À la sortie, les véhicules sont séchés, inspectés une nouvelle fois, puis dirigés vers les ateliers techniques du terminal.
C'est ici que les voitures sont adaptées à leur marché de destination. Dans ces ateliers propres et silencieux, des techniciens installent des équipements spécifiques. Systèmes multimédia, modules de navigation, accessoires réglementaires. Beaucoup de ces éléments ne sont pas montés en usine afin de conserver une flexibilité maximale et de réduire les coûts de production. Le terminal devient alors le dernier maillon industriel avant la vente. Chaque intervention est réalisée avec une précision chirurgicale. Aucune trace, aucun outil oublié, aucune erreur tolérée. Une fois ces opérations terminées, les véhicules subissent un dernier contrôle. Ce n'est qu'à ce moment précis qu'ils sont officiellement libérés du terminal portuaire. Leur voyage maritime est terminé, mais leur parcours logistique continue encore sur route ou sur rail, vers les concessions, les flottes ou les clients finaux. À cet instant, les voitures semblent enfin ordinaires. Pourtant, derrière leur immobilité apparente se cache un parcours d'une complexité remarquable. Une traversée silencieuse, orchestrée par des centaines de mains invisibles, qui transforme une sortie d'usine en une arrivée parfaitement synchronisée. À ce stade du parcours, tout semble maîtrisé. Les voitures ont quitté l'usine, traversé l'océan, franchi le terminal, été inspectées, nettoyées, préparées. Le système fonctionne avec une précision presque mécanique. Pourtant, sous cette apparente perfection, une question commence à émerger dans l'industrie. Et si ce modèle, aussi efficace soit-il, approchait déjà de ses limites? Les terminaux automobiles représentent aujourd'hui l'un des sommets de la logistique terrestre et maritime. Des milliers de véhicules peuvent être déplacés, traités et redistribués chaque jour avec une fiabilité impressionnante. Mais cette efficacité repose sur des hypothèses bien précises. Des ports disponibles. Des routes capables d'absorber les flux. Des villes pensées pour la voiture. Or, partout dans le monde, ces hypothèses sont mises sous pression. Les villes s'étendent, se densifient, se saturent. Le temps de trajet augmente, l'espace disponible diminue. Même les systèmes logistiques les plus avancés se heurtent à des contraintes physiques simples. Il n'y a pas plus de place. Pas plus de voies. Pas plus de temps. Chaque voiture livrée ajoute une pression supplémentaire sur des infrastructures déjà tendues. Et c'est précisément dans ce contexte qu'une nouvelle idée commence à prendre forme. Plutôt que d'optimiser indéfiniment ce qui existe déjà, certains acteurs choisissent de poser une question radicalement différente. Et si le problème n'était pas la manière de déplacer les véhicules, mais l'espace dans lequel nous les déplaçons? Et si la prochaine étape ne se trouvait ni sur les routes, ni sur les rails, ni même sur les mers, mais au-dessus? Cette réflexion marque une rupture nette avec plus d'un siècle de mobilité terrestre. Depuis l'apparition de l'automobile, les solutions ont toujours consisté à améliorer la vitesse, la sécurité ou l'efficacité sur le sol. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération d'ingénieurs et d'industriels regarde vers le ciel non plus comme un espace réservé à l'aviation classique, mais comme une extension possible de la mobilité quotidienne. Parmi ces acteurs, une entreprise se distingue par l'ampleur de sa vision. XPeng. Connue pour ses véhicules électriques, la marque ne se contente pas d'améliorer l'automobile existante. Elle cherche à redéfinir le concept même de déplacement. Face à la congestion urbaine, aux pertes de temps chroniques, à la saturation des réseaux, XPeng ne tente pas de gagner quelques minutes ici ou là. Elle imagine un changement de dimension. C'est ainsi qu'apparaissent les premiers véhicules aériens électriques à décollage vertical. Des machines qui ne sont plus de simples prototypes de laboratoire, mais des appareils capables de voler, d'atterrir et de se déplacer dans un environnement réel. Le XPeng X2 en est un exemple frappant. Compact, électrique, silencieux, il incarne une transition entre l'automobile et l'aéronef. Un objet hybride, conçu pour opérer dans des espaces restreints, sans piste, au cœur même des zones urbaines. Mais la vision va encore plus loin. Car voler n'est qu'une partie de l'équation. Le véritable défi réside dans l'intégration. Comment passer de la route à l'air sans rupture, sans infrastructure lourde, sans complexité excessive? La réponse prend la forme d'un concept audacieux. Le véhicule modulaire. Une plateforme capable de circuler comme une voiture classique, tout en transportant un module aérien déployable. Dans cette approche, le véhicule devient une base mobile. Sur la route, il se comporte comme une voiture électrique conventionnelle. Mais une fois arrivé à un point de transition, le module volant se détache, déploie ses structures et s'élève. Le sol et le ciel ne sont plus deux mondes séparés, mais deux couches d'un même système de mobilité. Une continuité pensée dès la conception. Ce changement de paradigme n'est pas anodin. Il bouleverse non seulement la manière de se déplacer, mais aussi toute la chaîne logistique associée. Si les voitures peuvent quitter le sol, alors les contraintes qui pèsent sur les ports, les routes et les terminaux commencent à se transformer. Les flux ne sont plus uniquement horizontaux. Ils deviennent tridimensionnels. Bien sûr, cette vision soulève de nombreuses questions. Sécurité, réglementation, gestion de l'espace aérien, acceptation sociale. Mais ces questions ne sont pas nouvelles. Chaque révolution des transports a dû y faire face. Les premiers trains, les premiers avions, les premières automobiles ont tous suscité scepticisme et inquiétude. Pourtant, à chaque fois, l'infrastructure a fini par s'adapter. Ce qui rend cette transition particulièrement fascinante, c'est qu'elle ne cherche pas à effacer l'existant. Les ports, les terminaux, les navires ro-ro ne disparaîtront pas. Ils restent indispensables pour déplacer des millions de véhicules à l'échelle mondiale. Mais ils pourraient devenir les points d'entrée d'un système plus vaste, où la dernière étape du trajet ne dépend plus uniquement de la route.
Dans ce futur en gestation, le terminal automobile pourrait évoluer. De simples points de transit terrestre, il pourrait devenir une plateforme multimodale complète. Un lieu où les véhicules arrivent par la mer, se préparent au sol, puis poursuivent leur route, parfois au-dessus des villes. Une extension verticale de la logistique, dictée non par la science-fiction, mais par la nécessité. Ce glissement progressif redéfinit notre rapport à la mobilité. Il ne s'agit plus seulement de transporter des objets ou des personnes d'un point A à un point B. Il s'agit d'orchestrer des flux dans un espace de plus en plus contraint, en utilisant toutes les dimensions disponibles. La mer a longtemps été la solution ultime pour absorber les volumes. Le ciel pourrait devenir la prochaine frontière. À cet instant précis, nous nous trouvons à un carrefour historique. D'un côté, un système logistique mondial d'une efficacité remarquable, bâti sur des décennies d'optimisation. De l'autre, des technologies émergentes qui promettent de redistribuer les cartes. Entre les deux, une question demeure. Comment relier ces mondes sans les opposer? La réponse commence peut-être là où tout a toujours commencé. Dans ces lieux discrets, méthodiques, presque invisibles. Les terminaux. Là où les voyages finissent. Et où, désormais, de nouveaux pourraient commencer. Lorsque l'on prend du recul, une évidence s'impose. Le voyage d'une voiture ne commence ni lorsque le client signe un bon de commande, ni lorsqu'elle apparaît sous les lumières d'un showroom. Il commence bien plus tôt, dans des lieux silencieux, méthodiques, presque anonymes, où l'ingénierie, la discipline et le temps se rencontrent. Les terminaux automobiles sont ces lieux. Des carrefours invisibles où le monde industriel respire, sans jamais se montrer. Chaque jour, sans bruit, ces plateformes absorbent des milliers de véhicules. Elles les reçoivent, les trient, les inspectent, les préparent, les redistribuent. Tout cela sans spectacle, sans publicité, sans reconnaissance. Et pourtant, sans elles, la chaîne automobile mondiale s'effondrerait en quelques semaines. Les usines continueraient à produire, mais les voitures s'accumuleraient. Les concessionnaires attendraient. Les clients s'impatienteraient. Le mouvement s'arrêterait. Ce qui frappe, lorsque l'on observe ce système dans son ensemble, c'est son équilibre fragile. Tout semble parfaitement huilé, mais rien n'est laissé au hasard. Chaque procédure existe parce qu'un jour, quelque part, une erreur a coûté cher. Chaque contrôle, chaque scan, chaque arrimage est la réponse à un risque identifié. Le terminal n'est pas seulement un lieu de passage. C'est un filtre. Une barrière entre le chaos potentiel et l'ordre nécessaire. Dans ce balai logistique, la voiture n'est pas encore un objet émotionnel. Elle n'est ni symbole de liberté, ni prolongement de l'individu. Elle est une unité. Une référence. Une donnée dans un flux mondial. Ce n'est qu'après avoir quitté le terminal qu'elle commence lentement à changer de statut. À devenir un produit, puis un bien, puis un compagnon du quotidien. Le terminal marque cette transition silencieuse entre l'industrie et la société. Pendant des décennies, ce modèle a suffi. Port, navire, route, rail. Un système linéaire, horizontal, qui a accompagné l'expansion urbaine et économique du monde moderne. Mais aujourd'hui, les signes de tension sont partout. Congestion chronique. Saturation des infrastructures. Allongement des délais. Même les systèmes les plus optimisés commencent à atteindre leurs limites physiques. C'est dans ce contexte que les idées les plus audacieuses trouvent un terrain fertile. Non pas pour détruire l'existant, mais pour le prolonger. Pour lui offrir une nouvelle dimension. Le ciel, longtemps réservé à l'aviation commerciale et militaire, devient progressivement un espace de réflexion logistique. Non plus comme un luxe, mais comme une nécessité potentielle. L'émergence de véhicules aériens électriques, de plateformes hybrides, de solutions modulaires, ne doit pas être perçue comme une rupture brutale. Elle s'inscrit dans une continuité historique. À chaque époque, lorsque les flux atteignent un seuil critique, l'humanité explore une nouvelle direction. La mer a été cette direction pour le commerce mondial. L'air pourrait devenir celle de la mobilité locale et régionale. Dans ce futur en construction, les terminaux automobiles ne disparaissent pas. Ils évoluent. Ils deviennent des interfaces. Des points de connexion entre différents modes de déplacement. Des lieux où la voiture n'est plus uniquement destinée à la route, mais potentiellement à un réseau plus vaste, plus complexe, plus vertical. Une voiture qui arrive par la mer pourrait un jour quitter le terminal par les airs, au moins partiellement, intégrée dans un système encore inimaginable il y a quelques décennies. Mais au-delà de la technologie, ce sont des choix humains qui se dessinent. Comment voulons-nous organiser nos villes? Comment voulons-nous partager l'espace? Comment voulons-nous déplacer des millions de personnes et d'objets sans étouffer notre environnement? Les réponses ne viendront pas d'une seule innovation, ni d'un seul acteur. Elles émergeront d'un équilibre entre efficacité, sécurité et acceptation collective. Ce qui est certain, c'est que les voyages invisibles continueront. Chaque nuit, chaque jour, des voitures quitteront des usines, entreront dans des terminaux, traverseront des océans. Elles suivront des trajectoires calculées, contrôlées, optimisées. Certaines emprunteront bientôt de nouvelles routes, peut-être aériennes, peut-être hybrides. D'autres resteront fidèles aux schémas éprouvés. Le système, lui, continuera de s'adapter. La prochaine fois que vous verrez une voiture neuve, immobile, parfaitement alignée dans un showroom, prenez un instant. Imaginez-la au milieu d'un navire géant, arrimé dans l'obscurité, bercé par les vagues. Imaginez-la franchissant une rampe métallique à l'aube, entrant dans un terminal immense, inspecté, nettoyé, préparé. Imaginez toutes les mains, tous les regards,
toutes les décisions invisibles qui ont rendu ce moment possible. Car derrière chaque objet que nous considérons comme acquis, il existe un réseau d'une complexité vertigineuse. Et dans le cas de l'automobile, ce réseau repose sur des lieux que nous ne visitons jamais, mais qui façonnent silencieusement notre quotidien. Les terminaux automobiles ne sont pas seulement des infrastructures. Ce sont des témoins. Témoins de notre capacité à organiser le chaos. Témoins de notre dépendance à des systèmes que nous comprenons à peine. Témoins aussi des transformations à venir. Alors que les villes continuent de croître, que les technologies évoluent, et que de nouvelles dimensions de mobilité s'ouvrent, une question demeure. Une question simple, mais fondamentale. Sommes-nous en train d'assister à la fin d'un modèle logistique centenaire, ou simplement à sa métamorphose vers un monde où la mer, la terre et le ciel ne seront plus séparés, mais connectés dans un même voyage ?